Soyez les bienvenus, merci de passer votre début de soirée avec nous sur Europe 1 pour Europe 1 Soir, 19h13. Et avec moi dans ce beau studio Europe 1, Vincent Roy, journaliste politique, écrivain et critique littéraire. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir aussi à Raphaël Stainville, rédacteur en chef au JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Guillaume. Raphaël, Vincent, avec nous, nous recevons ce soir dans Europe 1 Soir Christian de Boissieu, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci de passer votre début de soirée avec nous. Alors, on va aborder avec vous ce rapport de l'inspection générale des finances qui alerte le gouvernement Lecornu sur un scénario pour le moins inquiétant. Si aucun budget n'est voté, la France pourrait vivre donc sous la loi de finances spéciale pendant 9 à 11 mois l'année prochaine. Pour expliquer, c'est donc 6 semaines maximum pour 2025 et 2026. Là, avec ces semaines qui se transformeraient en longs mois, carrément, le rapport de l'IGF parle de risques majeurs en cas de situation autant prolongée. Pour l'IGF, cela empêcherait tout redressement des finances publiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, je partage ce point de vue. La situation est quand même très compliquée. Elle est très compliquée parce que vous m'entendez à peu près On vous entend très bien. On vous entend bien. Bon. La situation est compliquée parce que vous l'avez vu, les taux d'intérêt payés par la France remontent très Exactement. vite, plus vite que prévu. Alors, les taux d'intérêt augmentent dans le monde, mais je dirais ils augmentent encore plus vite en France que chez nos partenaires. Je fais la comparaison entre les taux français et les taux allemands, l'écart s'est creusé. Donc, avant même que le débat concret sur le budget commence à l'Assemblée nationale, nous sommes dans une situation extrêmement fragile. Et ce que dit l'IGF, c'est que il faut donc, même mauvais, j'allais dire, souhaitons qu'il soit le moins mauvais possible, même mauvais, il faut un budget plutôt que rien du tout. Parce que la loi spéciale, comme vous l'avez rappelé, on en a eu en 2025-2026, ça traduit le fait qu'on commence l'année sans avoir fait voter le budget correspondant à l'année et qu'on reconduit, j'allais dire à l'identique, les recettes et les dépenses de l'année d'avant. C'est le contraire d'une politique. Le budget, la loi de finances spéciale. Et donc la France a besoin d'adopter, si possible, assez rapidement, mais ça va être compliqué politiquement, je le sais, un budget avant le début 2027. Voilà ce que nous dit l'IGF. L'IGF, justement, qui précise qu'un vrai budget 2027, pour elle, c'est hautement préférable. Ce sont ses mots, et ce, quelles qu'en soient les modalités d'adoption. C'est-à-dire qu'on est vraiment au pied du mur. Il faut adopter ce budget, parce que de repartir sur plusieurs mois comme ça, avec une loi de finances spéciale, c'est juste se passer la corde autour du cou ? Écoutez, moi, ce qui me frappe, et je répète ce que j'ai dit, ce qui me frappe, c'est que les marchés financiers n'attendent pas. Les taux d'intérêt payés par la France ont monté beaucoup plus vite que prévu au cours de ces dernières semaines, avant même que s'ouvre la bagarre politique à l'Assemblée nationale sur le budget. Alors, on peut imaginer que dans le contexte qui va être très compliqué du point de vue politique, ça va être difficile de donner des gages aux investisseurs qui viennent financer la dette publique française. Ça va être compliqué, mais il faut donner des signaux. Et parmi les signaux à donner, je pense qu'il y a un signal fort, c'est qu'il faut rouvrir la question de la réforme des retraites. La question a été suspendue l'année dernière, ça a été le prix payé par M. Lecornu pour obtenir une certaine stabilité politique. Oui, mais la rouvrir, vous savez très bien comme moi que ça ne va pas pouvoir être réglé en 6-8 mois, c'est impossible. Non, ça va être très compliqué, mais en même temps, si vous voulez, si vous dites, je ne parle pas de vous, si on dit, de toute façon, il faut du temps, dans ce cas-là, on ne fait rien et on va dans le mur. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, que la croissance, je constate que la croissance n'est pas terrible, je constate que le chômage augmente, je constate que la situation est très fragile, mais qu'il faut donner des signaux. Il faut donner des signaux dans un contexte politique, tout le monde le sait, compliqué. Et je pense qu'il faut surtout éviter, moi ce qui me frappe depuis 10 jours dans les débats politico-économiques en France, on est amené à discuter des ballons d'essai lancé par tel ou tel ministre ou par ou tel entourage de ministres. Alors, il y a eu le ballon d'essai qui reviendra sans doute sur la désindexation partielle des retraites pour les retraités dits aisés. Je ne sais pas à quel niveau on va définir si on utilise cette voie
les retraités aisés. Il y a la question dont vous avez parlé au début, c'est que, au fond, on constate en matière fiscale en France que l'éphémère dure, que la surtaxe qui devait être temporaire sur les profits des grandes entreprises va être reconduite parce que c'est un enjeu de 7 ou 8 milliards d'euros. Il faut trouver pour 2027 oui. 28 milliards oui. d'euros juste pour arriver à un déficit public de 5% du PIB l'année prochaine, nous sommes déjà parmi les pays de la zone euro, les 20 pays de la zone euro, le pays qui a le déficit public rapporté à son PIB qui est le plus élevé. Donc tout ça n'est pas brillant. Alors avant de passer la parole à Raphaël Steinville du JDD, est-ce que pour vous, le gouvernement devrait recourir, passer en force, devrait recourir au 49.3 pour faire adopter son budget 2027 ? On va voir comment ça se présente. Le budget va être déposé devant le Parlement à la fin du mois de septembre. Il va encore y avoir un mois, à mon avis, de cafouillage, de ballons d'essai, de tests de l'opinion publique. Bon, ben ça, c'est le prix à payer de la démocratie. Et évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause le fonctionnement de la démocratie. Je dis simplement que je pense que le gouvernement devra sentir assez rapidement si ça peut passer ou pas. Est-ce qu'il faut passer par le 49.3 ? Est-ce qu'il faut passer par des ordonnances ? En tout cas, je pense que on n'est plus dans le contexte de l'année dernière. Monsieur Lecornu, je le répète, a fait une concession majeure aux socialistes en suspendant la réforme des retraites, mais cette idée de suspension est ambiguë parce que, je veux dire, il ne faut pas que la suspension soit un abandon. Donc, il peut être tenté, je parle du gouvernement, de faire des concessions en réduisant certains avantages des retraités dits aisés. Je vous ai dit l'ambiguïté de ce concept. Je suis complètement contre stigmatiser un sous-ensemble de la population. C'est pour ça que, même si on peut discuter des situations relatives, des actifs, des inactifs, etc., je pense que cibler telle ou telle sous-partie de la population, c'est très maladroit politiquement et financièrement, ça ne rapporte pas. Nous sommes avec Christian de Boissieu, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Et ce soir, dans Europe 1 Soir, nous parlons de l'Inspection générale des finances qui alerte le gouvernement Lecornu sur un scénario inquiétant. Si aucun budget n'est voté, la France pourrait bien vivre sous une loi finance spéciale pendant plusieurs mois et ça pourrait poser de sérieux problèmes. Raphaël Steinville, la parole est à vous. Oui, Christian de Boissieu, en quoi finalement le prolongement de cette loi spéciale serait pire qu'un mauvais budget adopté au prix de lourdes concessions faites notamment aux socialistes? On peut discuter, vous avez raison de poser la question, mais quand on dit au fond ça risque de durer plus longtemps si on passe par une loi spéciale en 2027 par comparaison à 2025 ou 2026, c'est qu'on fait référence au calendrier électoral, le fait qu'il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, un nouveau gouvernement et que tout ça sera renvoyé au calendrier grec, c'est-à-dire on risque effectivement de passer 9 mois avec le budget de l'année précédente reconduit sur 2027. Je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément la pire des solutions. Je dis simplement comme signal d'impuissance de la France, de la politique française, de la société française, d'aboutir à un accord, impuissance, disons, signal envoyé à ceux qui nous financent, 40 à 50% de la dette publique française est portée par les étrangers. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est que ça veut dire que nous sommes dans un pays totalement bloqué. Alors vous allez dire, on l'a compris depuis 2024, et même peut-être avant qu'on était bloqué, mais là, veut dire enfoncer le clou du fait que nous sommes impuissants dans un contexte où il y a quand même un peu le feu dans la maison. Et je pense que ce signal au fond, d'abandon de décision, parce que la loi spéciale, c'est le non-choix, c'est la non-décision, c'est la reconduction automatique de ce qu'on a fait l'année précédente pendant quelques mois, quelques trimestres. Moi, je pense que c'est un signal mauvais donné à l'intérieur et également à l'extérieur. Ah ben c'est un signal mauvais, vous faites bien de le dire, puisque si jamais c'est le cas, si jamais cette loi de finances spéciale est maintenue pendant plusieurs mois, le rapport cite explicitement l'agriculture parmi les secteurs qui pourraient être privés d'aide en cas de loi spéciale prolongée, des aides discrétionnaires comme on l'appelle, l'agriculture qui doit être a priori une variable d'ajustement, mais c'est pas la seule, hein. On a aussi le gel des recrutements dans la fonction publique, aussi bien l'armée, la justice, et même pour les particuliers, la prime Rénov'. J'ai voté une loi de programmation militaire. Et là, effectivement, on ne peut pas respecter les engagements de l'État si on est
de la loi de programmation militaire si on est dans le contexte de la loi spéciale. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi c'est un aveu d'impuissance politique. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Moi, écoutez, je vais vous paraître plutôt optimiste en réalité, parce que je vois mal dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en vue de la présidentielle, je vois mal les partis politiques s'écharper sur ce budget. C'est-à-dire, d'abord, ça serait déraisonnable, et ensuite, je vois pas où se situerait la bataille politique, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire en sorte que on bloque sur le budget et que précisément on n'ait pas de budget pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer. Et donc je vois pas les partis raisonnablement aller rentrer dans une bagarre sur le budget avec en vue l'échéance de 2027. Donc je suis plutôt optimiste. Et ma question est la suivante: suis-je simplement optimiste ou suis-je naïf? Non, j'allais dire que vous êtes un peu rationnel. Oui. Ce qui n'est pas la même chose que d'être raisonnable. Je veux dire, vous êtes rationnel en sens que vous avez raison de dire, au fond, compte tenu de la gravité de la situation et de l'importance des échéances, il pourrait y avoir une sorte, non pas d'union nationale, on ne va pas rêver, mais de convergence par-delà les oppositions pour faire adopter un certain nombre de mesures, justement, peut-être raisonnables ou convergentes. Bon, moi, ça serait la meilleure solution. Je suis d'accord avec vous. Entre ça qui est au fond le scénario rationnel et ce qui risque d'arriver, moi, je crains que justement, à cause de l'échéance électorale, aucun parti ne veuille assumer vraiment des décisions qui s'imposent, rouvrir le débat sur la réforme des retraites d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il faut passer par la durée de cotisation? Comment rouvrir le débat? Mais je pense qu'on ne peut pas laisser en suspens ce débat, disons jusqu'à la présidentielle. Il va y avoir la question de la fiscalité, voilà, et les débats habituels sur taxer ou pas taxer ceux qui en ont les moyens, la taxation des entreprises, ça revient. Je veux dire, le vrai débat qu'il faudrait qu'on ait, c'est améliorer la maîtrise des dépenses publiques, y compris les dépenses sociales là-dedans. Mais c'est un débat sur le long terme qu'on ne va pas traiter en 2 mois et qu'on n'a jamais affronté vraiment depuis 20 ans. Il y a eu des tas de rapports, des tas de commissions, vous les connaissez aussi bien que moi depuis 20 ans, qui ont essayé de poser la problématique d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques, c'est-à-dire pour un montant de dépenses publiques d'avoir de meilleurs résultats. On a tourné autour du pot dans un contexte où les charges d'intérêt de la dette deviennent le premier poste du budget de l'État, et ça va ne faire que s'accentuer avec l'augmentation de la dette et la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre, et donc moi je joue pas du tout la politique du pire. Moi, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse a priori, c'est le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide. Je dis simplement, je crains que l'échéance présidentielle et puis derrière législative soit l'occasion de surenchères démagogiques entre les principaux partis politiques, et que tout ça, cette surenchère, se fasse au détriment de nos finances publiques, de notre dette et de notre budget. Voilà ce que je crains. Une dernière question, il nous reste 1 minute. Justement, vous nous le dites, les rapports se succèdent depuis plusieurs décennies. On le voit, le mur arriver, et là, pourtant, il n'y a pas de décision prise. Quelle serait la solution la plus pertinente et urgente à prendre? Moi, je pense qu'il faut donner des signaux à l'intérieur et à l'extérieur. Je parlais de la hausse des taux d'intérêt qui m'inquiète, parce qu'il y a un effet boule de neige sur la dette qui risque de s'accentuer. Je pense qu'il faut donner rapidement un signal qu'on rouvre le débat sur la réforme des retraites. Vous avez vu que M. Brun, du Parti socialiste, a évoqué la possibilité d'introduire une dose de capitalisation. Donc, il y a des lignes qui bougent. Il y a des lignes qui bougent. Et puis, je pense qu'il faut absolument fixer un engagement, pas aller au-delà de 5% de déficit public l'année prochaine, et donner les moyens de s'y tenir, quitte à réduire certaines niches fiscales. Il y a beaucoup de niches fiscales, certaines sont nécessaires, d'autres sont inutiles. Et ça, ce travail, il peut être fait, c'est pas un travail d'1 an, ça peut être fait assez rapidement.